Eh bien, bonjour. Pour notre thème du jour, à savoir l'Europe, hier, aujourd'hui et demain, nous avons le plaisir de recevoir Hichem Lemmissi, analyste, Merci de l'invitation. analyste géopolitique, secrétaire du GIPRI, donc l'Institut international de recherche pour la paix à Genève, et qui enseigne actuellement à la Suisse UMavie à Genève. Hichem a été également reporter et journaliste au Moyen-Orient de 2004 à 2010 et a travaillé pour d'anciens ministres français de 2010 à 2021. Exactement. Alors, bonjour Hichem. Donc, en guise d'introduction, j'aurais envie que tu nous décrives peut-être la position et l'évolution de l'Europe du XVIe au XIXe siècle dans le monde en général et par rapport à la Chine, l'Inde, la Russie et l'Empire ottoman. D'accord. Alors, on commence déjà par une question qui est quand même très vaste. Alors, en guise d'introduction. En guise d'introduction. Alors, je pense que tu as peut-être imaginé qu'étant fan de Braudel, j'ai été peut-être l'élève de Fernand Braudel. Ça n'a pas été le cas, malheureusement. J'aurais bien voulu. Moi non plus. Et donc, on est amené à réfléchir sur une question quand même qui est assez vaste, assez lourde, hein, qui demande quand même une vision assez globale et assez générale. Moi, ce qui me paraît important lorsqu'on parle de toute cette fenêtre historique de 3 à 4 siècles, en gros du XVIe jusqu'à la fin du XIXe siècle, c'est qu'en fait on a vraiment toute l'évolution qui nous permet en fait de voir un continent qui au début du XVIe siècle est un continent en réalité relativement marginal en termes de puissance économique et d'influence, plus que ce que l'on imagine aujourd'hui, eh bien, gagner petit à petit en importance au point de s'imposer comme l'acteur principal et presque exclusif du cadre des grandes questions internationales à la fin du XIXe siècle avec tout le phénomène de la colonisation. Si on s'intéresse au début du XVIe siècle, on a un topo quand même qui est assez particulier. On a une Europe qui est relativement dynamique, mais divisée, qui économiquement est très loin du niveau de production manufacturière ou de création de richesses d'ensemble comme la Chine impériale, l'Inde qui est en phase de transition puisqu'on va passer d'une domination hindoue à une domination musulmane avec la création de ce qu'on appellera l'Empire moghol, ou l'Empire ottoman qui est la puissance dominante en Europe, parce qu'on a très souvent une vision de l'Europe qui est celle de dire une Europe blanche chrétienne en oubliant que l'Europe elle a été musulmane en Espagne pendant une certaine période, elle l'a été aussi dans les Balkans, dans d'autres parties de l'Europe, et il est important de le rappeler. Donc si on est au XVIe siècle, on regarde, on sait que les pôles de richesse sont plutôt en Orient, en Extrême-Orient, l'Empire ottoman, et l'Europe est un acteur relativement secondaire. Par contre, ce qui fait basculer les choses, c'est que l'Europe a été en capacité, en fait, eh bien, de dynamiser son commerce à l'international avec ce qu'on appelle la découverte des Amériques, c'est-à-dire et la mise en avant de tout le commerce transatlantique, malheureusement ce qu'on appelait la traite négrière, le commerce tricontinental, qui a permis en fait à l'Europe d'acquérir une position économique de plus en plus importante. Et c'est à partir de là que la bascule va se faire. Cependant, c'est un processus qui va être relativement long. Si on s'intéresse à l'historiographie classique européenne ou à la façon dont l'histoire est enseignée dans les établissements de secondaire en Europe en général ou même à l'université, la vision c'est généralement de dire il y a eu les grandes découvertes en Europe avec la Renaissance, l'Europe devient dominante et puis c'est un espèce de continuum jusqu'à aujourd'hui. Les faits ne se sont pas déroulés de cette façon. En réalité, l'Europe est un acteur marginal et les choses se précipitent au courant des 17, 18, 19e siècle, et c'est vraiment la révolution industrielle qui va permettre en fait à l'Europe d'émerger et petit à petit, au terme aussi du processus de colonisation, bien de s'imposer à la fois économiquement, scientifiquement, culturellement et évidemment militairement. Mais jusqu'au début du 19e siècle, si on reprend les grands trames historiques, l'Europe n'est pas plus puissante économiquement que la Chine, n'est pas plus puissante économiquement que l'Inde, l'Inde qui va commencer aussi à être colonisée, notamment par les Anglais. Et par rapport à l'Empire ottoman, il faut regarder que l'Empire ottoman, qui était une puissance commerciale relativement importante, bien l'Empire va commencer à décliner du fait que
les grandes routes commerciales vont se tourner vers l'Atlantique, donc un afflux de richesses liées à ce commerce transatlantique. À partir de la bataille de Lépante, 1500, pardon, 71, 71, voilà. c'est ça. Alors, non, je dirais que c'est un peu plus tard, parce que si on prend le dernier siège de Vienne, c'est 1683, donc 1683 pour rester suisse et genevois. Et donc le dernier siège de Vienne, c'est 1683. Et Vienne est sauvée par l'union, entre guillemets, de toutes les grandes puissances chrétiennes de l'époque, et notamment la grande figure polonaise, c'était Jean Sobieski, si je ne me trompe pas, qui a permis justement que Vienne ne soit pas conquise par les Ottomans. Et c'est à partir de là, réellement, que l'Empire ottoman va connaître véritablement un reflux, on va dire militaire, et un reflux géopolitique. Mais jusque-là, l'Empire ottoman est extrêmement présent. C'est à ce moment-là aussi que les Ottomans vont être contraints de quitter la Hongrie aux alentours de 1700. La Hongrie a été ottomane pendant 150 ans. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, lorsqu'on se promène à Budapest et qu'on ne retrouve aucun édifice ottoman parce qu'ils ont tous été détruits, la réalité, c'est que la Hongrie a été sous domination musulmane pendant 150 ans. Une partie de l'Autriche, une partie des Carpates, donc c'est quelque chose qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui, mais parce qu'on a écrit l'histoire d'une certaine façon, en oubliant que l'histoire, elle était beaucoup plus complexe, elle était très différente. Et puis, je vais reprendre un exemple, puisqu'on parle de confrontation militaire. Lorsque les Français commencent la conquête de l'Algérie, la conquête d'Alger en 1830, ce qu'il faut regarder, c'est que militairement, les Algériens ne sont pas du tout en position de faiblesse vis-à-vis de l'armada française. Les canons algériens sont beaucoup plus puissants que les canons qu'utilise l'armée française. D'ailleurs, on a ce fameux canon qui est exposé, je ne sais plus dans quelle ville, je crois que c'est au Mans, le canon Baba Marzouk que les Algériens réclament jusqu'à aujourd'hui, qui au moment où l'Algérie connaît le début de sa conquête par la France, est le canon le plus puissant existant sur la planète. Donc on n'est pas du tout dans le différentiel technologique qu'on imagine. Par contre, la France, lorsqu'elle entame la conquête de l'Algérie, est 10 fois plus peuplée que l'Algérie. Et donc, d'un point de vue arithmétique, il est tout à fait logique que la France ait pu conquérir, d'ailleurs très difficilement, l'Algérie. C'est un processus qui a mis 20 à 30 ans, et au prix d'un quasi-génocide de la population. Ce qu'on ne dit pas forcément dans les livres d'histoire. Alors, si j'ose intervenir, si on devait mettre, à la fin du XVIe, au début du XVIIe, par là, une puissance, la puissance mondiale, quelle serait-elle à ce moment-là? Alors, la première puissance économique à ce moment-là, c'est la Chine. Donc, sa première puissance manufacturière, c'est le pays le plus peuplé à cette époque-là. Alors, on va donner le chiffre, on a entre 150 et 200 millions d'habitants. Donc, rien de très nouveau finalement. Rien de très nouveau, mais le différentiel n'est pas aussi important qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que lorsqu'on prend la Chine et l'Inde aujourd'hui, on a la moitié de l'humanité. À cette époque-là, l'Europe est quand même relativement peuplée. C'est-à-dire que si on prend l'Europe occidentale, on doit être entre 100 et 150 millions d'habitants. Donc, on n'est pas tout à fait à jeu égal, mais on n'est pas dans un cadre aussi éloigné qu'aujourd'hui. On a une Europe à 500 millions d'habitants et une Chine à 1,5 milliard. Donc, on est un rapport de 1 à 3. Et à cette époque-là, on est plus dans un rapport de 1 à 1,5. Et l'Inde, c'est un peu moins que la Chine, mais en fait, tout dépend du siècle de référence. Parce que l'Inde sera à 250 millions à la fin du 19e siècle, et la Chine atteindra les 400 millions, mais l'Europe sera aussi à 400 millions à cette époque-là. Et si vous rajoutez la Russie, parce que quand on parle d'Europe occidentale, vous rajoutez les 130 millions de la Russie, donc début du 20e siècle, vous êtes quand même à plus de 530 millions côté européen, et si vous rajoutez les États-Unis, pas le chiffre exact, mais on n'est pas loin de 100 millions à cette époque-là, on est quand même dans un rapport démographique qui n'a absolument rien à voir avec celui que nous avons aujourd'hui. Une différence quand même essentielle, c'est peut-être que à cette époque-là, il n'y avait pas cette synergie, ces échanges qu'il y a évidemment aujourd'hui, cette interdépendance du XVIIe siècle que nous avons aujourd'hui, où un changement quelque part entraîne forcément un changement dans l'échiquier mondial beaucoup plus facilement que s'il y avait une crise importante en Chine au XVIIe siècle, l'Europe n'était pas forcément touchée par cela. Alors, je vous répondrai oui et non. Le niveau de globalisation des échanges n'est absolument pas comparable avec ce que nous avons aujourd'hui. Aujourd'hui, on a des économies qui sont totalement globalisées. C'est-à-dire que vous prenez n'importe quel produit, un stylo, une montre, des lunettes. Alors, le pire, vous prenez un smartphone, vous avez peut-être
une centaine d'entreprises de centaines de pays qui ont participé à sa confection, à sa fabrication et sa distribution, peut-être même la planète entière, hein, si on veut. Donc on est absolument loin de cela. À l'époque, le commerce international représente encore une partie infime en fait des échanges économiques globaux. On est plutôt dans une logique d'économie très localisée où en gros le cadre du commerce, hein, il s'inscrit peut-être dans les 20 ou 30 kilomètres de distance. Cependant, il y a, avec notamment la découverte des Amériques, la mise en place du commerce triangulaire, un début de globalisation des économies qui est entamé, qui est un processus qui ne va pas cesser de gagner en fait en importance, notamment à travers les conquêtes coloniales, et puis tout le long du XXe siècle jusqu'au XXIe siècle aujourd'hui, où aujourd'hui on a des économies qui sont totalement interdépendantes les unes des autres. On l'a vu avec la crise du Covid, on l'a vu au moment où on a eu cet autre incident au niveau du canal de Suez où un blocage avait remis en question énormément d'activités économiques, et c'est là qu'on s'était rendu compte quand même, comme tu en fais mention, eh bien de la relative fragilité du système économique mondial, et que en fait tous les acteurs sont plus ou moins liés. Cependant, on a eu des crises internationales importantes, économiques, dans les siècles précédents, qui se sont retrouvées être des crises mondiales. Je peux en citer une que l'on peut présenter en quelque sorte comme la première grande crise financière mondiale. Il ne faut pas que je raconte de bêtises dans les dates, il faudra qu'on vérifie avant la fin de l'interview. C'était à l'époque de l'empereur malien Mansa Moussa. Il faut regarder que le Mali a été un empire relativement important et brillant en plein cœur de l'Afrique. C'était un empire dominante musulmane, mais qui rassemblait à la fois des territoires musulmans au niveau du Sahel et des territoires non musulmans, en particulier dans la zone en fait dite de l'Afrique de l'Ouest. Et cet empereur, donc Mansa Moussa, part à un moment donné en pèlerinage à la Mecque entre le 15 et 16e siècle, et cet empereur est connu pour sa richesse aurifère absolument exceptionnelle. On dit de lui qu'il a été l'homme le plus riche de toute l'histoire de l'humanité, et en allant faire son pèlerinage à la Mecque, donc c'est toute une caravane d'une centaine de dromadaires dont la moitié en fait porte des quantités d'or très importantes, qu'on peut quasiment classifié en termes de tonnes, équivalent or. Et tout au long de son pèlerinage, et notamment lors de son passage au Caire, va distribuer en fait pour payer à la fois la consommation locale, mais pour racheter aussi peut-être des alliances locales avec d'autres souverains, d'autres principautés, eh bien de telles quantités d'or que le cours de l'or au Caire, qui était entre guillemets la bourse de référence de l'or pour la zone Moyen-Orient, va s'écrouler totalement, au point où on va se retrouver avec une crise financière telle que la Chine, qui utilisait l'or comme étalon monnaie, eh bien, va passer du lingot or au lingot argent. Alors les lingots n'avaient pas la forme d'aujourd'hui, c'est une forme un peu plus, un peu moins géométrique. Et c'est à ce moment-là que la Chine va prendre la référence de l'argent justement pour se protéger des fluctuations des cours de l'or. Et c'est vraiment la première crise financière. Donc là, on est à quel moment? Entre 15e et 16e siècle. Il ne faut pas que je dise de bêtises, on vérifiera la pause. D'accord. Alors, on a vu globalement, justement, 16e, 17e, 18e, et alors, 19e, 20e. Comment ces entités dont on vient de parler évoluent-elles plus ou moins jusqu'à aujourd'hui? Alors là, Europe, Chine, Inde, etc., Empire ottoman. Bon, on a parlé un petit peu de l'Empire ottoman déjà. Alors, si on prend ces deux siècles, 19e, 20e, donc je crois que c'est vraiment les deux siècles du basculement. C'est-à-dire que c'est vraiment la période, qui est d'ailleurs très intéressante à étudier, mais avec d'autres lunettes que celles qui nous sont imparties, qui nous vendent une espèce de récit promotéen d'une Europe absolument dominante, qui, depuis 5 siècles, tient le haut du pavé de tout le cadre des relations internationales, de tout le cadre de l'histoire, ce qui est totalement faux, parce qu'on ne connaît absolument pas l'histoire de la Chine, on connaît très peu l'histoire de l'Inde. L'histoire de l'Empire ottoman, on la connaît un peu, mais en plus dans une vision qui est une vision très misérabiliste, le plus souvent, ou liée à énormément de préjugés. Je prends un préjugé, l'Empire ottoman, puissance musulmane qui force des populations à se convertir, ce qui est totalement faux. Tout au contraire, l'Empire ottoman va refuser les conversions à l'islam pour des raisons pécuniaires,
fiscale. Pourquoi? Parce que dans le cadre, entre guillemets, des règles de l'État musulman, le califat, puisque l'Empire ottoman s'impose comme sorte de nouveau califat turc, non plus arabe, mais même si on va appeler le calife sultan, le sultan ottoman, et on est dans les règles du califat. Dans les règles du califat, la fiscalité, elle est totalement édifiée à la fois par le Coran et les premières traditions islamiques. Donc, on a une taxation qui est déjà prévue et qui, en théorie, ne peut pas être dépassée. Or, pour ce qui concerne les populations non musulmanes, il y a plus de latitude. On peut les taxer un peu plus. Et donc, du coup, pour l'Empire ottoman, disposer de populations non musulmanes est une aubaine financière et il faut surtout pas les convertir. À tel point que si vous étudiez toute l'histoire de la région, c'est-à-dire soit tout ce qui est lié à l'Empire ottoman ou même l'Égypte avant l'Empire ottoman, on a une quantité incroyable d'actions en justice de personnes ayant décidé de se convertir à l'islam, qui sont issus du christianisme ou du judaïsme, qui ont vu ces conversions être refusées par les autorités locales, être obligés d'aller, entre guillemets, au tribunal suprême, devant le cadi, pour faire imposer leur conversion et que soit acceptée l'idée qu'ils changent, entre guillemets, de statut, parce qu'on avait des statuts liés à l'appartenance à telle ou telle minorité ou telle religion, et c'est absolument intéressant parce que ça remet en cause totalement le récit que l'on a jusqu'à aujourd'hui. Et pour la petite anecdote, si on est prend... loin des conversions forcées. On est très très loin des conversions forcées. C'est absolument le contraire. Et pour la petite anecdote, parce qu'on a des cas de conversion forcée, mais celles-ci ont lieu au Maghreb, lorsqu'on a eu ce qu'on appelait les dynasties berbères. On a eu plusieurs dynasties berbères au Maghreb, donc domination califale berbère et non plus arabe. Là, oui, on a eu des situations où il y a eu des politiques d'islamisation que je ne vais pas qualifier de forcées, mais en tout cas d'invitation à une conversion massive des populations. Et c'est ce qui explique pourquoi, lorsque vous prenez le Maghreb et le Moyen-Orient, vous vous rendez compte que vous prenez l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, vous avez une relative unité religieuse, c'est-à-dire pour faire simple, 99,9% de la population qui est musulmane sunnite, de rite malékite. Donc on ne peut pas faire plus que ça. Et ça, c'est propre au Maghreb et c'est vraiment le cas d'exception. C'était absolument pas le cas au Moyen-Orient. Au Maghreb, ils étaient plus, les dynasties étaient plus dans une logique religieuse intégriste. Parce qu'on a eu des dynasties qui étaient des dynasties proprement religieuses. Parce qu'on a eu plusieurs types de dynasties. Si vous prenez les Almoravides, les Almohades, par exemple, lorsqu'ils font la conquête du Maghreb et de l'Espagne, c'est dans une logique de ramener, entre guillemets, un discours religieux nouveau face à la menace, justement, de ce qu'on a appelé, ce que les Espagnols appelleront la Reconquista, et que certains historiens espagnols plus actuels présentent comme une conquête, puisque l'Espagne a été conquise par les chrétiens, elle n'a pas été reconquise, au passage. On reprend sur Mansa Moussa par rapport aux dates, c'est 1324-1325 qu'il effectue en fait son pèlerinage à la Mecque. Donc c'est en fait encore plutôt au XIVe siècle. Et pendant 10 ans, on va assister en fait à un effondrement du cours de l'or à l'échelle mondiale. Donc on est déjà dans le cadre en fait d'une crise financière mondiale qui ne dit pas son nom. Et alors qu'est-ce qui va se passer au XXe siècle? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'on atteint peut-être ce que certains considèrent comme l'apogée de l'Europe au niveau de la colonisation, ayant investi l'Afrique dans le continent, et comment se poursuit cette évolution jusqu'à aujourd'hui? Je pense qu'on peut considérer le 19e siècle, surtout dans sa deuxième partie, comme ce que certains ont appelé, entre guillemets, le siècle de l'homme blanc, c'est-à-dire vraiment le siècle où l'Europe, à moindre degré les États-Unis, par leur présence économique déjà à l'époque, et puis leur domination sur l'ensemble des deux Amériques, eh bien, se constitue en fait cette domination dite occidentale. Et plus spécifiquement pour ce qui concerne l'Europe, je pense qu'on peut retenir, si on doit retenir une date, peut-être celle de la conférence de Berlin, fin du 19e siècle, 1896, c'est ça, 95-96, et où justement, c'est très intéressant avec ce qui s'est déroulé il y a quelques jours en Arabie Saoudite, à Riyad, où l'avenir de l'Europe se discute en Arabie Saoudite, en plein cœur du Moyen-Orient. Le destin de l'Afrique, à ce moment-là, le découpage des frontières s'est discuté en Allemagne.
extrêmement intéressant et symboliquement, je pense, c'est peut-être un juste retour des choses pour certains, en tout cas pour les peuples du Sud, ça c'est absolument sûr. Et sur ce qui concerne l'Europe, je crois que oui, on peut dire que la fin du 19e siècle, elle marque très clairement, fin du 19e siècle, début du 20e siècle, ce mouvement qui nous voit présenter en fait l'Europe comme étant le pôle de domination exclusif de la planète, avec, si on prend le cadre du Royaume-Uni, cet empire qui ne dort jamais, hein, dont on dit qu'il s'étalait des territoires d'Amérique jusqu'à à l'extrême-orient asiatique, où vous aviez ce qui ont été hier de grands empires, l'Inde, l'Égypte présentés comme les deux grands joyaux de la couronne, ou la France, hein, avec la colonisation de la moitié d'Afrique, sa présence également en Asie, hein, si on parle du Vietnam, entre autres, ou sa présence dans tout ce qui nous renvoie aujourd'hui aux archipels du Pacifique. Donc cette époque-là, c'est clairement l'époque de domination, je dirais, assez exclusive de l'Europe, que ce soit du point de vue territorial, du point de vue économique, du point de vue culturel, du point de vue scientifique, l'époque des grandes universités, l'époque où vont être créés ce qu'on appellera les prix Nobel, où vraiment l'Europe devient la référence absolue dans quasiment tous les éléments de la vie. Donc là, on est fin du 19e. Fin du 19e, début du 20e, très clairement. Cet empire où le soleil ne se couche jamais, je crois qu'on l'avait déjà attribué à Charles Quint, qui avait donc les Amériques, l'Europe, l'Espagne, l'Autriche, enfin tout ce qui est quelques territoires africains, et puis encore quelques territoires aussi jusqu'aux Philippines aussi. Bien, donc on est au XXe siècle et comment cela va évoluer? Maintenant, on est en peut-être petite description de l'époque actuelle avec l'Europe maintenant. Qu'est-elle devenue aujourd'hui par rapport à d'autres puissances qui ont vu le jour, qui s'organisent tant bien que mal, des alliances de culture, de monnaie, de religions différentes, mais qui veulent peut-être faire opposition justement à cet Occident qui, jusqu'il y a peu, semblait être soudé, mais le sera-t-il encore à l'avenir? Alors, c'est une question difficile, c'est une question qu'on peut poser à un historien. Alors, je suis peut-être historien de formation en partie, hein, je suis pas forcément historien, en tout cas chercheur en la matière, mais la question est très intéressante si on offre une approche, on va dire, globale. Ce qui me paraît intéressant de regarder, c'est que sur toute cette phase, puisque tu fais allusion à une Europe ou un Occident soudé, uni, il faut regarder que les grandes guerres mondiales, les grandes oppositions, les oppositions les plus meurtrières dans l'histoire de l'humanité, elles ont opposé des Européens entre eux ou des Occidentaux entre eux. Ce qui fait doucement sourire lorsqu'on fait allusion aux théories, vous savez, de Samuel Huntington, l'âge des civilisations, dont je pense pas beaucoup de bien, je pense tout le plus grand mal parce que c'est totalement contredit par l'histoire. On regarde tous les plus grands massacres, toutes les plus grandes tueries, toutes les plus grandes oppositions, même d'un point de vue du discours culturel, elles se sont faites entre Européens eux-mêmes. Il est très intéressant de regarder tout le discours anti-allemand qui précède la Première Guerre mondiale et qui écume toute la propagande entre 14 et 18, où les Allemands sont déshumanisés à l'absolu, sont présentés comme des mangeurs d'enfants. Non, ça c'est peut-être les communistes, mais on était dans ce registre-là, et c'est quand même assez intéressant. Ça vient remettre quand même en question certaines idées préconçues sur le sujet, sur cette approche générale. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que si on prend la destinée de l'Europe, pour rester sur l'Europe, en lien avec le reste du monde, et aujourd'hui, il faut constater que l'on a vu l'émergence de nouveaux pôles de puissance qui correspondaient à de grands centres civilisationnels de par le passé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui est de plus en plus multipolaire, avec en fait une distribution dans les rapports de force qui n'existait pas au début du XXe siècle. Au début du XXe siècle, on avait vraiment une domination européenne très forte, quasi absolue, et si on y ajoutait les États-Unis, l'Amérique du Nord, qui d'un certain point de vue était la continuation de l'Europe, on avait une domination quasi totale, pour ne pas dire absolument exclusive, à l'exception peut-être du Japon, mais vraiment aux marges de l'Asie, et c'est tout.
Aujourd'hui, on est dans un cadre qui n'a absolument rien à voir. C'est-à-dire qu'on a eu la Première Guerre mondiale où on a vu un passage de témoins au sein de la grande famille que l'on va qualifier de famille occidentale, c'est-à-dire de l'Europe vers les États-Unis et plus spécifiquement du Royaume-Uni vers les États-Unis. Ensuite, on a eu, avec la Seconde Guerre mondiale, le cadre du rapport d'affrontement bipolaire, c'est-à-dire à la fois camp occidental dit capitaliste et camp de l'Est communiste soviétique, mais autour d'une Russie émergente d'un certain point de vue, mais qui a exprimé son impérialité, entre guillemets, dans un autre cadre, plus idéologique, peut-être plus universel, à travers l'idéologie du communisme. L'effondrement de l'Union soviétique qui, pendant un petit moment, a ramené plus spécifiquement les États-Unis et l'Occident au cœur de la marche du monde. C'est ce qu'on appelait le moment unipolaire. Ça correspond en gros à la fin des années 90, début des années 2000, jusqu'à l'invasion de l'Irak, où l'invasion facile, rapide de l'Irak par les États-Unis a nourri en fait cette grande fiction d'une domination totale et absolue des États-Unis et du monde occidental. Et très peu de temps après, comptabilisé peut-être en années, on a vu l'émergence bien de nouveaux pôles de puissance, ce qu'on a appelé les BRICS, la Russie, la Chine, l'Inde, le Brésil, on rajoutera l'Afrique du Sud, donc les BRICS qui se sont élargis depuis. Et puis, on a également, depuis maintenant une dizaine, quinzaine d'années, l'émergence de nouveaux pôles à la fois économiques et d'influence à travers de pays comme la Turquie, par exemple. Et là aussi, on a une ligne, comment dire, si on reprend la trame historique, c'est un peu la renaissance de l'Empire ottoman d'un certain point de vue. On a les pays du Golfe aussi aujourd'hui qui ont une force de frappe financière absolument colossale et qui explique peut-être pourquoi le destin de l'Europe se discute aujourd'hui en Arabie Saoudite et pas en Europe. Et puis, on a plus globalement l'émergence de ce qu'on appelle le Sud global, qui correspond à tous ces États qui ont été colonisés et qui aujourd'hui, ne serait-ce que du point de vue démographique, représente bien un poids très important à l'échelle mondiale. Juste pour rappel, le pays le plus peuplé du monde aujourd'hui, c'est l'Inde, à 1 milliard 500 millions, quelque chose comme ça, suivi de la Chine, c'est depuis l'année dernière que l'Inde est devenue le pays le plus peuplé, suivi de la Chine, 1 milliard 450 millions peut-être, 400 millions. Donc vous avez déjà pour la moitié de l'humanité des peuples qui sont issus de ce qu'on a appelé le Sud ou Sud global. Donc déjà, on a une recomposition du monde. Et si on prend... Donc ce Sud global remplacerait en termes ce qu'on a appelé jusqu'il y a peu finalement le tiers-monde. Tout à fait, tout à fait. Ça correspond à la définition du point de vue géographique. Oui, ça correspond à ce qu'on a qualifié de tiers-monde. C'est un Français qui l'avait qualifié comme tel, c'est Alfred Sauvy. Il y a quelques années, ça, il y a quelques décennies, oui, tout à fait. Donc, en allusion un petit peu au concept de tiers-État qu'on avait à la fin de la monarchie française. Donc, laissons peut-être transparaître que le tiers-État mondial, le tiers-monde allait peut-être se rebeller contre la noblesse mondiale. Peut-être qu'il fallait le comprendre ainsi. En tout cas, on n'est pas loin de ça aujourd'hui. Donc, une Europe qui doit composer avec des puissances qui sont économiquement toujours plus présentes sur l'échiquier mondial, une Europe qui doit composer avec des pays dont la démographie est toujours plus imposante aussi. Et donc, démographiquement, l'Europe démographiquement se rétrécit par rapport à une Inde, par rapport à une Chine, et peut-être effectivement aussi le Brésil de l'Amérique du Sud. Quels seraient alors tes pronostics pour les décennies à venir, pour l'Europe et pour les autres pays dont on a parlé? Alors, moi, je vois l'Europe aujourd'hui dans une phase qui est une phase assez descendante. Alors, pas forcément liée à l'idée, comme beaucoup semblent le mettre en avant, d'un déclin de l'Europe. Non, il n'y a pas de déclin de l'Europe proprement dit. Jusqu'aujourd'hui, on a quand même un niveau de vie, une qualité de vie en Europe qu'on ne retrouve pas ailleurs. Pas même aux États-Unis, dont on loue la supériorité économique réelle dans l'absolu. Tous les grands champions de la nouvelle économie se trouvent aux États-Unis. Le PIB par habitant des États-Unis est aujourd'hui très supérieur au PIB par habitant moyen de l'Europe. On est retourné au déséquilibre des années 60-70.
alors que l'Europe avait réussi à rattraper son retard sur les États-Unis. Mais si on prend les éléments du cadre de vie proprement dit, on vit quand même beaucoup mieux en Europe qu'aux États-Unis, pour plein de raisons. Parce que sur certains aspects, les États-Unis, c'est le tiers-monde. Ça peut être choquant de dire ça, mais si vous connaissez les États-Unis, entre les personnes qui ne peuvent pas se soigner, les personnes qui ne peuvent pas se loger, même en travaillant, la criminalité, le niveau de criminalité absolument exceptionnel d'un pays comme les États-Unis, qui est quand même au niveau de la criminalité de pays comme l'Afrique du Sud ou le Nigeria, dans certains de ces aspects. C'est-à-dire, là, je suis en train de prendre les exemples de pays les plus au taux de criminalité les plus élevés au monde. Donc les États-Unis sont quand même dans une configuration qui est assez étrange et qui mérite discussion. Si on prend les éléments de l'espérance de vie moyenne aux États-Unis aujourd'hui, c'est 76 ans, 76 ans, si vous préférez. 76 ans, je vais bien utiliser cet exemple pour des raisons que vous comprendrez, c'est 3 ans de moins d'espérance de vie moyenne qu'un pays comme l'Algérie. Or, si on prend le PIB par tête des États-Unis et de l'Algérie, je crois que le PIB par tête des États-Unis, ça doit être 20 fois ou peut-être 15 fois celui de l'Algérie. Donc, là, il y a quand même un questionnement à se poser. Je vais même aller plus loin dans la provocation. Cuba, c'est, je crois, 78 ou 79 ans également. Cuba, sous embargo américain depuis 1962, et dans une situation où vous avez des Américains aujourd'hui qui vont se faire soigner à Cuba. C'est quand même quelque chose qui doit interpeller. Cuba, au passage, qui a un système de santé qui est considéré de loin, je pense que c'est très justifié quand on connaît la réalité de Cuba, comme le meilleur du monde. C'est-à-dire par rapport aux moyens alloués, l'efficacité du système et les capacités de traitement de certaines pathologies, notamment cancer des poumons. Donc Cuba est le seul pays qui qui offre un traitement efficace. Ça interpelle. Ça interpelle. Et donc, de ce point de vue-là, lorsqu'on fait le comparatif entre Europe et États-Unis, je ne serais pas aussi dur que ce qui est présenté aujourd'hui lorsqu'on fait allusion à la façon de vivre, au niveau de vie réel. Cependant. Donc, c'est de l'aspect au niveau sécuritaire, au niveau social. Bien-être. Voilà, bien-être. Si vous préférez, le niveau de vie moyen, si on, en termes de PIB par habitant, des États-Unis doit être l'équivalent de celui de la Suisse. Voilà. Si vous, honnêtement, il serait insultant pour les Suisses de comparer le niveau de vie moyen des Américains et des Suisses. Le niveau de vie moyen des Suisses est très, très supérieur au niveau de vie moyen de l'Américain moyen. Il n'y a pas de photo. On ne peut même pas comparer. C'est comme si vous étiez en train de comparer, je parle de niveau de vie moyen, je ne parle pas d'économie globale, c'est comme si vous compariez un poids lourd avec un poids léger. Alors, quand on dit niveau de vie, qu'est-ce qu'on entend exactement? C'était le salaire que vous allez recevoir, le coût de la vie, la qualité de vie, le fait de pouvoir répondre à ses besoins essentiels, le fait de pouvoir scolariser ses enfants, le fait d'avoir les moyens de se soigner. Je pense qu'en Suisse, hormis quelques, comment dirais-je, parties de population qui subissent une certaine difficulté économique, mais très loin de celle des États-Unis, vous n'avez pas des rues entières avec des gens qui dorment dehors et qui travaillent. En Suisse, vous travaillez, vous vivez normalement. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, aux États-Unis, ça n'existe pas. Et aux États-Unis, si on perd son travail, on est mort. Bon, ce qui n'est pas le cas en Europe globalement. On a ce qu'on appelle le welfare state, l'État-providence, qui existe malgré tout, et ça, c'est quand même un élément qui distingue l'Europe des États-Unis. Après, sur d'autres choses, c'est-à-dire ce qui concerne, entre guillemets, les dynamiques économiques globales, ce qu'il faut regarder aujourd'hui, c'est que les États-Unis sont en phase de réindustrialisation. Dans l'innovation technologique, dans les technologies de rupture, les États-Unis sont très en avance sur l'Europe. Je ne sais même pas si on peut dire que l'Europe est encore dans la course. On prend l'intelligence artificielle, on prend sur les questions énergétiques, la question également de tout ce qu'on a appelé nouvelles technologies, etc. Les États-Unis sont très en avance sur l'Europe. Ils ont des champions. Si on prend par exemple ce qu'on appelle les GAFAM, les GAMAM, on n'a pas l'équivalent européen. Par contre, on a des équivalents chinois, ce qu'on appelle les BATIX, par exemple, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, je vais en oublier certains. On n'a pas l'équivalent en Europe. L'Europe, quelque part aujourd'hui, se retrouve à être dans une logique de déclassement économique. En fait, l'innovation, ce n'est plus du tout en Europe. Si on se rappelle d'une symbolique, par exemple, la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, elle a été construite lors de l'exposition universelle de Paris. C'était à la fin du 19e siècle, si je ne me trompe pas. 1889, un peu comme ça. Et la Tour Eiffel,
entre guillemets, venait marquer ou venait exprimer ce qu'était censé être le génie français. Traduisait le génie européen. Et donc, on offrait la vitrine de ce qui se faisait le mieux, de ce qui se faisait de plus moderne en termes bien d'innovation technologique, scientifique, de construction. Aujourd'hui, si vous regardez l'innovation technologique de rupture, ça va être autour de l'intelligence artificielle, les États-Unis ou la Chine. Ça va être dans l'instrumentation biomédicale, on va mettre en avant l'Inde, la Chine, les États-Unis. Ça va plus être en Europe. Et si on prend le cas de l'architecture, si vous voyez ce qui se passe dans les pays du Golfe, de projets très controversés en Europe, qui expriment plutôt pour moi une forme de très grande jalousie, de Line en Arabie Saoudite, Neom en Arabie Saoudite, ce que vous avez à Dubaï, excusez-moi, ce qu'il y a de plus novateur en Europe, c'est du pipi de chat à côté de ce qui se fait dans la moyenne de construction aux Émirats ou en Arabie Saoudite aujourd'hui. Ça, c'est une réalité qui est peut-être difficile à admettre pour certains, c'est une réalité absolue. Donc on est dans il y a des domaines où l'Europe continue d'avoir une sorte de prééminence et d'autres domaines où, parfois, elle devrait constater qu'elle était passée par d'autres, en tout cas momentanément. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait pronostiquer justement, peut-être si on peut pronostiquer sur l'avenir, ce qui est toujours une chose évidemment difficile, dans les décennies à venir, comment vois-tu tous ces éléments, toutes ces entités évoluer? Alors, c'est difficile, vu l'actualité. On est en train de se repartager certaines phases du monde. Enfin, il y a plein de théories on est dans une phase d'accélération avec la nouvelle administration américaine. Mais on peut peut-être à long terme essayer de voir ce qui peut se configurer. Alors, on va commencer par l'Europe. L'Europe, très clairement, passe au second plan aujourd'hui. Point de vue économique, l'économie européenne ne pèse plus ce qu'elle pesait visait dans son rapport avec les États-Unis. Il y avait un relatif équilibre. Si on prend par exemple l'année 2000, en gros, il me semble que sur le PIB global, l'Union européenne est peut-être légèrement au-dessus des États-Unis. Aujourd'hui, on est plutôt 20-30% en faveur des États-Unis. Et ça, c'est à l'échelle d'une génération, c'est-à-dire 20 ans, 24 ans, 25 ans. Déjà, on est dans une reconfiguration dans la relation transatlantique entre les États-Unis et l'Europe. Dans tout ce qui est le plus novateur, les États-Unis ont une avance très large sur l'Europe. Les seuls à même de pouvoir concurrencer les États-Unis dans le domaine de l'innovation technologique globale, c'est plutôt la Chine. Si on prend les données économiques globales, la première puissance économique actuelle en termes de parité de pouvoir d'achat, c'est la Chine, avec une avance considérable sur les États-Unis d'environ un quart, un tiers. Je raisonne en termes de PIB, parité de pouvoir d'achat, en prenant en compte les différentiels de devises entre le dollar et le yuan. Parce que le PIB nominal, on va venir nous dire, ah oui, mais les États-Unis sont encore en première position, ils ont 22 ou 23 000, la Chine sont à 16 000. Oui, mais ça veut rien dire, puisque la réalité, c'est la réalité de ce que vous pouvez acheter avec votre monnaie. Si vous calculez un chiffre d'affaires dans une entreprise, vous produisez, je sais pas, j'invente, hein, vous êtes un concessionnaire automobile, vous vendez 100 voitures, mais les voitures, elles sont dans votre monnaie l'équivalent de 10 000 dollars. Par exemple, en Chine, vous allez les comptabiliser, c'est la centaine de ventes. L'équivalent américain, il en vend que 10, mais il les comptabilise à l'équivalent dollar de 100 000 dollars l'unité. C'est exactement la même voiture. On va dire, côté américain, ils sont beaucoup plus puissants économiquement. C'est faux. Il y a beaucoup plus de machines industrielles en Chine pour les produire. Il y a beaucoup plus, entre guillemets, de transactions commerciales en Chine qu'aux États-Unis. Donc il faut, comment dirais-je, trouver, entre guillemets, un espèce d'élément de devise commun pour avoir une lecture correcte des économies. C'est ce qui nous empêche de comprendre pourquoi, dans la confrontation entre l'OTAN et la Russie a gagné la guerre en Ukraine. Parce qu'on est dans des logiques où vous avez des spécialistes de plateau qui vont venir vous dire « Ah mais le PIB de la Russie, c'est le PIB de l'Italie et de l'Espagne. » La personne qui dit ça, je suis désolé, devrait aller réviser ses fondamentaux économiques et puis simplement se poser la question, est-ce que la Russie et l'Espagne disposent de Soyouz, sont en train de construire dans leur pays et de par le monde près d'une vingtaine de réacteurs nucléaires, sont capables de produire 10 millions d'obus par an? Ben non, ils en sont très 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 loin. Donc c'est de bien dire que
il y a des biais dans l'analyse économique qu'il faut savoir remettre en question. Et là, si on raisonne en termes de PIB en parité de pouvoir d'achat, l'économie russe, c'est la troisième ou la quatrième économie mondiale, devant l'Allemagne et devant le Japon. Ce sont des éléments à prendre en considération et qui nous amènent à voir peut-être les choses différemment. Vous voyez, et pour revenir à votre question sur les pronostics des années à venir, bon, la Chine s'impose comme la première puissance économique mondiale, avec une capacité d'innovation qui est très importante, avec une vision globale du monde qui est centrée autour de son fameux projet des initiatives des routes de la soie, One Belt, One Road, une route qui devrait permettre en fait à la Chine de poursuivre son développement économique dans une nouvelle logique peut-être qui est plus intégrée, plus centrée sur le développement bien, de son intérieur proche eurasiatique, avec tout un questionnement sur l'avenir des relations commerciales entre la Chine et l'Europe. Mais en même temps, la Chine cherche aussi de nouveaux débouchés, de nouveaux relais en Afrique, en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, la Chine est devenue le premier partenaire commercial de l'ensemble des pays d'Amérique latine. Donc, cette dynamique va se poursuivre. Après, dans sa relation avec les États-Unis, il se peut que la Chine ait lourdement à perdre dans toutes les nouvelles mesures protectionnistes mises en avant par l'administration Trump, mais la Chine va rester malgré tout un poids lourd, qu'on le veuille ou pas, et surtout dans le domaine de l'innovation, la Chine est présente. Aujourd'hui, la Chine forme 10 fois plus d'ingénieurs que l'ensemble du monde occidental réunis chaque année. Ça, c'est un fait. L'Inde, c'est pareil. L'Inde, c'est peut-être la nouvelle Chine en devenir. Elle se développe très très fortement dans un certain nombre de segments, bien qu'elle ait pris énormément de retard par rapport à la Chine. Et l'une des raisons du retard indien sur le développement de la Chine a été parfaitement théorisée, mis en avant par Amartya Sen, l'intellectuel et économiste indo-bengalais, si je ne me trompe pas, qui explique que si la Chine a pris les devants sur l'Inde, c'est parce que la Chine, même si elle a été autoritaire, elle a eu une politique sociale relativement forte à son échelle. C'est-à-dire qu'elle a formé tous les Chinois, elle a ouvert des écoles pour tous les Chinois, là où en Inde, on avait un système qui était un système basé notamment sur l'inégalité sociale et les castes. Et ça a lourdement handicapé le développement de l'Inde. Alors, à t'écouter, on pourrait se dire que l'Europe s'est faite berner du début à la fin, qu'ils sont les dindons de la farce, que les États-Unis ont joué depuis le début, mais on a quand même de la peine à se dire que tous les dirigeants européens sont allés de leur plein gré dans ce jeu, tout en sachant qu'ils en sortaient finalement complètement perdants. Alors oui, on peut considérer que l'Europe est la grande perdante de cette phase ukrainienne et qu'ils ont été non seulement les dindons de la farce, mais véritablement les grands dindons de la farce. Nous avons échangé, on a pu regarder en fait quels étaient les éléments économiques, les éléments liés notamment aux exportations énergétiques américaines, exportations d'armes, etc., pour dire qu'au final, les États-Unis ont recentré leur domination sur l'Europe et ont réussi non seulement à affaiblir l'Europe, mais à reprendre un contrôle beaucoup plus étendu sur l'Europe et sur son déploiement stratégique, notamment en direction de la Russie. Et c'est quand même assez hallucinant, si j'ose dire, de voir qu'aujourd'hui, les États-Unis parlent de partenariat stratégique de premier plan avec la Russie, ce qui est absolument édifiant. C'est-à-dire non seulement ils ont cassé la relation Europe-Russie, mais ils s'inscrivent dans une logique où ils veulent mettre en place un partenariat stratégique de premier plan avec la Russie. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, c'est qu'il faut regarder, c'est que cette entre guillemets inféodation de l'Europe s'est faite dans un cadre qui est un cadre volontaire. Et sans revenir à la Boétie et son fameux discours de la servitude volontaire, qui permettrait d'expliquer en fait ce qui se déroule aujourd'hui chez les élites européennes, il faut bien voir qu'aujourd'hui les élites européennes sont dans une logique de pensée totalitaire dominante qui les empêche en fait de comprendre un élément essentiel, c'est que les États-Unis et l'Europe sont en guerre économique, sont en concurrence directe, et que du point de vue des Américains, les Européens ne sont que des acteurs comme les autres, ou au mieux peut-être des vassaux, mais des vassaux restent des vassaux. Donc, on peut considérer les modèles qui ont existé dans le passé, colonisation, condominium, vous appliquez ce que vous voulez. Et ce qui est intéressant à prendre en considération, et je terminerai là-dessus, la France. Prenez le cas des exportations d'armement de la France, dont la France est si fière. Je ne voudrais pas en être fier, d'être l'un des principaux exportateurs mondiaux de systèmes d'armes.
La France aujourd'hui, qui ne jure que par l'Europe à travers Macron, ne vend aucune arme auprès des États européens. Le seul État européen qui est prêt à lui acheter des Rafales, c'est la Serbie, pays ennemi, pays allié à la Russie. Le dernier pays à lui avoir acheté des navires de combat dans une commande dépassant le milliard, c'est la Russie à travers les Mistral, dont elle a fait annuler la commande sous pression américaine. Si on prend le carnet de commande des Rafales ou les potentiels acheteurs du Rafale dans le monde, il n'y a aucun État européen, à part peut-être la Croatie. Les principaux acheteurs sont l'Égypte, l'Indonésie, la Malaisie, les Émirats arabes unis, potentiellement l'Arabie saoudite. Il y a peut-être des pays que j'ai oubliés, mais si vous prenez tous ces États, ce sont tous des États, entre guillemets, de ce qu'on appelle le Sud global. Aucun d'eux ne fait partie de la famille occidentale, aucun d'eux ne fait partie de la famille européenne. Du coup, question toute bête aux grands dirigeants français issus de cette grande école prestigieuse qu'on appelle l'École nationale d'administration et autres systèmes de grandes écoles, sachant produire plutôt des imbéciles que des gens très lettrés ou particulièrement compréhensifs de l'état de la géoéconomie mondiale, on va dire ça comme ça. Quel est l'intérêt de poursuivre cette politique pro-atlantiste, pro-européenne, qui s'inscrit en opposition aux intérêts réels d'une France qui aurait tout à revenir à ce qui a été sa politique, notamment sous la période de Gaulle, c'est-à-dire politique d'ouverture multipolaire qui correspondrait à ses intérêts économiques. On pourrait conclure que, comme le dit le dicton, par rapport entre l'Europe et les États-Unis, enfin surtout de l'Europe envers les États-Unis, if these are your friends, you don't need enemies. Merci à Hichem Lemisi de son analyse géopolitique très intéressante et merci le public de son attention et à très bientôt. Au revoir.